Merci de nous rester fidèles, vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous allons dans la commune de Mbour au Sénégal pour voir comment des groupements de femmes ont fait de la transformation agroalimentaire et du consommé local leur cheval de bataille. Toutes ces femmes ont suivi différentes formations pour transformer les richesses agricoles de leur terroir, pour les rendre consommables et accessibles sur le marché. Vous le verrez dans un instant dans notre reportage. Et pour parler de l'importance de l'agroalimentaire et du consommé local au Sénégal, nous sommes avec Madame Radi Faltal, présidente de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est partagé. Je suis très contente aussi de voir ce qui se passe à Mbour. Je suis curieuse de les regarder. Madame Tal, on se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage à Mbour. Il est signé Giro Togbe et Bachir Bodian. Les femmes se trouvent de plus en plus au cœur du secteur de la transformation agricole en Afrique. Dans un quartier populaire de la commune de Mbour au Sénégal, ces femmes que nous croisons sont chacune responsables de groupements d'une cinquantaine de femmes. Aujourd'hui, elles bénéficient d'une formation en transformation agroalimentaire, surtout la transformation de la fraise. Aussitôt à leur arrivée, les règles hygiéniques sont tenues d'être respectées. Et ce, méticuleusement, car non seulement le contexte de Covid-19 l'oblige, mais il s'agit d'un produit destiné à la consommation. Dans cette salle, elles sont une trentaine à s'intéresser à la formation, toutes prêtes à reprendre l'exercice pratique du jour. Mélangées à la masse, c'est sous la direction de Famassar que le travail se fait. Sage-femme passionnée de la cuisine, elle a suivi des formations en transformation agroalimentaire. Aujourd'hui, responsable transformation chez Fresen, elle assure la transmission du savoir-faire à plus d'une cinquantaine de femmes de la commune de Mbour. Aujourd'hui, je suis en train de former les femmes sur la transformation de la fraise. Elles sont au nombre de 60, mais c'est divisé en deux groupes. L'autre groupe est passé il y a 3 jours. Maintenant, c'est le deuxième groupe que je suis en train de former durant ces 3 jours. Sur la transformation, pour qu'ils puissent assurer la production des produits dérivés de la fraise. Par exemple, le sirop, le jus et les confitures. Confiture, sirop, jus, des produits que nous consommons avec aisance au quotidien. Pour les transformer, il va falloir suivre des étapes bien précises. Tous ces 3 produits, c'est le même processus. Il faut d'abord, dès la réception de la produit, il faut faire le pesage, ensuite le triage, puis reposer le produit, ensuite laver le produit en 3 étapes. De l'eau propre, l'eau javelisée, ensuite l'eau propre, ensuite vous le mettez dans un panier pour le sécher. Ensuite, si vous voulez faire du sirop, on mixe les fraises. Si vous voulez faire de la confiture, on va découper la fraise, soit en dés, soit en rond. Pour la confiture. Bon, phase pesage, nous tarons d'abord notre balance, j'allume. 5,40, 0. Maintenant, je prends ça pour peser. Oui, on pèse ça par 2 kilos. C'est pour cela. 2,11 kg. Je veux que ça soit 2 kg net. Ah, c'est bon. 2 kg.
C'est parti pour un long processus exigeant. Les femmes s'organisent pour passer toutes les étapes de la chaîne de transformation. Pesage, triage, lavage et transformation. À l'étape actuelle, Fama démontre le processus pour obtenir le sirop de fraise. Nous suivons au même titre que les femmes en formation. Je suis en train de faire le mixage pour faire le sirop ou bien le jus. Voilà. Pour le jus, si je mixe les fraises, après le mixage, je vais ajouter 2 litres d'eau pour chaque kilo de fraises. Si c'est le sirop, je dois ajouter 250 ml d'eau par kilo pour le sirop. Le mixage va permettre d'avoir une substance grasse et douce. Ensuite, elle procède à l'ajout du sucre et de l'acide citrique. Rassurez-vous, il s'agit d'un acide végétal, organique, naturel. Il est obtenu à partir de la fermentation de solutions sucrées naturelles, comme le jus de citron par exemple. Il joue un rôle important. L'acide citrique, c'est pour permettre de mieux conserver le jus, le sirop ou bien la confiture. Ça permet aussi de donner un meilleur goût. Après ça, on va passer à l'étape de la cuisson. C'est-à-dire on va le mettre au feu pendant 10 minutes à partir de l'ébullition à 90 degrés. Après l'étape de l'ébullition, place est faite à la mise en bouteille et à l'étiquetage. Et ceci dès que le liquide se serait refroidi. Après la cuisson, je vais le conserver en 2 façons. Soit je vais laisser le jus reposer jusqu'à ce que les degrés baissent jusqu'à 40 degrés. Je conditionne. Soit l'autre phase, je conditionne directement à chaud. Mais je dois mettre la bouteille dans une bassine contenant d'eau extrêmement froide. Je mets la bouteille dedans. Je mets le jus. Je ferme hermétiquement, je laisse dedans. Soit je fais baisser la température jusqu'à 40 degrés et je conserve. C'est ce que je fais. Quelque temps plus tard, nous avons le produit fini présenté ainsi. Prêt à être commercialisé et déjà une cliente à la porte. Madame Nou, entrepreneure sénégalaise, croit plutôt à l'implication des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles. Et je trouve que c'est une excellente idée pour 2 raisons. Parce que c'est une approche qui est bio et qui est innovante, parce que la fraise existait ici, mais ils ont réussi à le faire déjà à plein champ, avec des fraises qui sont juste savoureuses, parce que c'est ce qu'on demande à un produit, notamment un produit que les enfants vont manger, et c'est sain, c'est cultivé sans pesticides, sans intrants chimiques. Et donc ça participe à révolutionner les mentalités, dire déjà aux gens que c'est possible, et en plus que c'est bon. Et qu'on peut le commercialiser à un prix raisonnable, accessible pour tout le monde. Et puis deuxièmement, ça permet aussi d'insérer les jeunes, parce que Fraisen, c'est aussi un réseau, c'est vraiment la puissance, c'est un réseau panafricain. Et forcément, je suis sensible à ça, parce que ça permet également à plein de personnes dans beaucoup de pays de se lancer et de produire sous un label. Donc il y a une force derrière un label, il y a quand même une certaine qualité, un gage de qualité derrière Fraisen. Étiqueté Fraisen. Cette start-up produit et valorise la fraise au Sénégal et même dans la sous-région grâce au réseau Fraisen. La matière première transformée est fournie par ce jeune entrepreneur. Souleymane dispose de plusieurs hectares de terre répartis dans 5 régions du Sénégal.
Ils y cultivent de la fraise. C'est une option parce que des produits comme la fraise, il faudra penser à les transformer, il faudra penser à des produits dérivés. Parce que derrière, il nous arrive d'avoir en fait une surproduction. Et quand on a une surproduction, l'idée c'est de voir comment valoriser cette surproduction. Parce que dans la production, on a ce qu'on appelle les fraises de premier choix, il y a ce qu'on appelle les fraises de deuxième choix. Donc l'idée c'est qu'après avoir commercialisé les fraises de premier choix, c'est de voir comment valoriser ces fraises de deuxième choix, d'où l'intérêt de la transformation. Donc on s'est lancé dans la transformation non seulement pour essayer de toucher certains clients qui préfèrent les produits dérivés comme les jus, les sirops, les confitures, les fraises surgelées, et toucher aussi d'autres clients qui ont plus cette facilité d'utiliser les produits transformés que d'utiliser les produits bruts. Donc l'objectif derrière, c'est aussi d'accompagner des groupements de femmes, parce que nous, notre cœur de métier, c'est pas la transformation, on est beaucoup plus dans la production. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à avoir beaucoup plus d'impact. Donc on a ciblé des groupements de femmes qui sont déjà dans la transformation, où on a fait un renforcement de capacité pour certaines et d'autres pour mise à niveau. Il est question de les former sur notre procédure, sur nos produits, les standards qu'on propose, pour leur permettre de produire ces produits tels quels, et nous d'ailleurs on s'assure de la commercialisation. Le réseau met à disposition des femmes un appui de départ composé de moyens financiers et techniques pour leur permettre de se lancer suite à la formation. En tant qu'actrice de développement, on fait des formations, plusieurs formations sur la transformation des produits locaux. Et là, on voit que Souleymane de Fraizen a une plantation de fraises au sein de Bayard. J'ai eu à le rencontrer là-bas et j'ai vu nécessaire vraiment d'intégrer la transformation de la fraise dans nos activités. En tant que partenaire, enfin, nous avons pas mal de structures qui nous accompagnent, notamment USAID Naforé, qui croient vraiment à ces femmes, qui croient vraiment en fait à cette filière, parce qu'avec eux, on est en train de mettre en place le Hub Fraise au Sénégal. La valorisation des produits agricoles locaux, qu'elles soient artisanales, semi-industrielles ou industrielles, participe à une meilleure adéquation de la production à la consommation à moyen et à long terme. C'est d'ailleurs tout le sens de l'engagement de la start-up Fraizen à accompagner ces femmes. Vous savez, l'agriculture, c'est un ensemble de systèmes, c'est une chaîne de valeur globale où chaque acteur doit travailler à fournir un produit à son prochain, lequel va apporter de la valeur pour satisfaire le consommateur final. Et ce qu'on est en train de faire avec Fraizen, il est en partenariat avec le projet. Alors l'objectif c'est de trouver un marché, un débouché aux produits de Fraizen. C'est vrai que la fraise elle est très prisée au Sénégal, mais beaucoup ne connaissent pas la fraise. Et il n'y a pas que le produit brut qui peut être valorisé. Donc c'est pourquoi on a introduit ce volet transformation qui est important. En faisant le link entre Fraizen et ces femmes, on crée un marché pour le Fraizen et on permet à Fraizen de mieux produire. Et quand Fraizen va faire des investissements, va prendre des investissements au niveau des institutions financières, on est sûr que ces investissements seront rentabilisés parce qu'il y a un marché derrière. Chacune des femmes présentes ici représente un groupement de femmes constitué d'au moins une cinquantaine de femmes. À leur tour, elles sont appelées à restituer les connaissances acquises. Nous, on s'active dans la transformation de la fraise. Là, on prépare de la confiture. C'est un travail qui demande une bonne hygiène. Donc, on va passer en première partie au pesage, puis au tri. Ensuite, on refait un autre pesage avant de les laver et les couper en rond. Beaucoup de défis restent cependant à relever pour permettre à ces dames d'en tirer profit. On a beaucoup de projets, on a écrit des projets vers les autorités locales, même au niveau des autorités internationales. On a écrit des projets pour qu'elles puissent venir en aide, appuyer ces femmes, surtout pour mettre en œuvre vraiment leurs activités sur la transformation et sur autre chose. Vraiment, je suis très chanceuse de faire partie de cette formation. C'est un avantage qui peut m'ouvrir plusieurs portes. Pourquoi pas faire partie des grandes productrices de la fraise? La start-up Fraizen travaille à organiser la filière fraise au Sénégal, mais surtout
développer un label de production fort afin de mieux valoriser le Made in Africa. Et de retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes avec Madame Radi Faltal, présidente de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Nous venons de voir un reportage à Mbour avec ces groupements de femmes qui évoluent dans le domaine agroalimentaire, particulièrement dans cette transformation de produits locaux transformés, la fraise. Alors Madame Tal, l'intensification de la transformation agroalimentaire dans le pays soulève l'enjeu de passer d'une consommation de produits importés au consommé local. Où en sommes-nous dans nos programmes de sécurité alimentaire au Sénégal? Merci beaucoup pour la question qui est d'actualité dans notre région, pas seulement et dans le monde d'ailleurs, devrais-je dire. Vous avez en face de vous une femme qui est dans la transformation depuis bien avant 2010. Et je pense que les énormes investissements que j'ai eu à réaliser sur ce domaine m'avait donné l'honneur de permettre à vos équipes de passer en revue ce qu'on a fait dans la zone de Gorom. Vraiment pas à petite échelle, hein? À grande échelle de transformation, mais surtout des produits alimentaires. C'est des produits alimentaires, ce que vous venez de voir, mais on ne mange pas avec... nous, on est dans les céréales, dans les produits qui permettent effectivement de limiter, pour ne pas dire arrêter les importations, telles que le riz, le blé et la farine. C'est ça les grands enjeux. Si nous regardons les statistiques qui ont été brandies tout récemment d'ailleurs par la CEDEAO à travers le RPCA et le cadre harmonisé, qui est notre cadre de référence en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, on nous apprend que 38 millions de personnes dans la zone Afrique de l'Ouest sont en menace alimentaire pour 2022, pour les raisons que vous connaissez. D'abord, l'après-Covid, les impacts de la Covid, mais aussi les arrêts précoces d'hivernage. Il s'y est ajouté que nous avons plusieurs types de crises dans notre région. Parce que si on ne contextualise pas le problème, on ne peut pas mesurer la gravité. Alors, face à ces crises, est-ce que nos programmes de sécurité alimentaire dans le pays sont-ils efficaces et sont-ils résilients? Justement, il faut les analyser pour leur trouver des programmes résilients. Donc, c'est à cet exercice qu'on était, il n'y a même pas 10 jours, avec la CEDEAO, parce que ça concerne tous les pays, nos pays de l'espace. Maintenant, il s'agit pour eux de regarder comment il faut valoriser les efforts qui étaient là. Les femmes étaient dans la transformation. Moi qui vous parle, depuis 2010, j'ai investi à l'échelle dans la transformation. Et des céréales et des jus de fruits, pas la fraise certainement, mais tous les autres fruits saisonniers sont transformés au niveau de mon usine. Et en dehors de ça, nous transformons aussi la pâte d'arachide qui est utilisée à grande échelle aussi dans notre pays, à travers le bassin arachidier qui produit beaucoup d'arachides, pour lequel on parle des aflatoxines et tout. Nous, on a géré tous ces problèmes et on produit la pâte d'arachide. On transforme l'anacarde qui concerne les zones sud de notre pays et on est en plein dans le lait. Voici les produits qui sont consommés dans notre pays à grande échelle. Maintenant, comment renforcer les avancées effectuées dans le domaine de la transformation agroalimentaire et comment surtout accroître la sensibilisation sur l'importance d'une bonne alimentation et d'une production locale plus accrue? J'ai eu la chance d'être rencontré, d'être reçu par le directeur général de la FAO. Au niveau global, je veux dire, il était à Dakar. Dimanche, il m'a reçu parce qu'il y a un programme que la FAO était en train de mettre en œuvre concernant le panier de la ménagère. Pendant la période Covid, c'était une initiative de riposte et de substitution pour aider les personnes, les producteurs à vendre leurs produits parce que les frontières étaient fermées, vous vous en souvenez? En effet. Personne ne pouvait bouger. Les ménagères n'allaient plus au marché parce que les loumas aussi étaient fermés. C'est dans ce contexte qu'on avait imaginé le panier de la ménagère avec un kit alimentaire et sanitaire, vraiment qui avait beaucoup aidé
plus de 5 000, 6 000 ménages, je parle de ménages, dans les zones qui étaient les plus affectées qui constituaient l'épicentre de la Covid. Donc nous ne travaillons que sur les problèmes alimentaires. C'est sur ça que j'interviens devant le monde. Mais ce qui n'est pas au rendez-vous, c'est les actions. Nous prenons des initiatives en tant que groupement de femmes à l'initiative des collègues que je viens de voir. Mais peut-être que ça va changer parce que dans le message à la nation du chef de l'État le 3 avril, il a appelé au consommé local de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons. C'était une première. C'est la première fois que je l'ai entendu dire ça. Et nous, on ne cesse de lui dire de soutenir la sécurité, de soutenir les initiatives allant dans le sens de promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. De par le monde, c'est la préoccupation centrale du développement, surtout concernant l'Afrique. Vous avez vu la guerre en Ukraine. Et ça menace notre approvisionnement en blé. Ça menace notre approvisionnement en pain. Ça menace notre approvisionnement dans beaucoup de choses qui sont alimentaires, le riz et consorts. Donc là, l'émission est venue à son heure pour alerter et mettre l'accent sur la nécessité de produire ce que nous mangeons. On ne peut pas confier son ventre à quelqu'un et être libre. Il faut avoir son ventre avec soi, être en mesure de manger à sa faim. C'est la première étape de souveraineté et d'une personne et d'un État. Madame Tall, selon un récent rapport de la Banque mondiale, les marchés de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Afrique pourraient représenter 1 000 milliards de dollars, soit 850 millions d'euros en 2030. Que doivent faire les entrepreneurs africains et particulièrement les producteurs et les transformateurs de produits locaux évoluant dans le domaine agricole pour saisir cette opportunité? Oui, la Banque mondiale, c'est vrai, nous donne des chiffres. Mais son rôle dans le développement devait la pousser à aller un peu plus que ça. Parce que s'ils identifient 30%, c'est un exemple, mais il y a 20% de déperdition dans le secteur informel qu'ils n'ont pas pu recenser, qu'ils n'ont pas pu mesurer. Parce que de ces marchés-là, ce n'est pas si structuré que ça. Ce n'est pas si formalisé. Il y a des pertes à tous les niveaux. Il y a des difficultés aussi à tous les niveaux. Même si on prend par exemple le problème des animaux, le déplacement des animaux dans notre région. Il y a des marchés pastoraux, mais ce n'est pas suffisant. Ils n'ont pas aménagé les frontières. La transhumance ne peut pas continuer. Pour être sérieux, il faut qu'on aille vers une autre forme d'élevage, une autre forme de production animale. On ne peut pas continuer à être l'exception du monde, à courir derrière les animaux, les déplacer. Avant d'arriver, ils perdent plusieurs kilos. Tout ça, c'est des questions extrêmement importantes que nous n'avons pas encore réglées. Mais pour le moment, ils doivent soutenir les opérateurs économiques. Comme ils l'ont dit dans le rapport qu'ils ne feront pas de toute façon. Chaque pays doit soutenir sa production locale. Essayer de l'accompagner pour pouvoir la mettre en échelle. Et le tout, au niveau régional, il y aura quelque chose qui pourra aller. Et qu'on puisse, au niveau de l'élevage, qui est très important, pour la viande et pour le lait. Ça, c'est des produits de haute consommation. Ce qu'on consomme en lait, ça fait des milliards chaque année, entre 400 et 500 milliards de CFA. Seulement pour l'importation de lait. Allez-y à Nairobi ou en Ouganda. Ils produisent le lait, ils le mettent même en lait en poudre. Ils arrivent à construire une chaîne d'approvisionnement et de conservation de leurs produits. Le lait est une richesse importante dans la transformation agroalimentaire. Avant de clore cet entretien, Madame Tall, encore une question, toujours selon la Banque mondiale et un récent rapport sur la numérisation de l'agriculture africaine. Donc, ce rapport dit qu'au moins 33 millions de personnes sont actuellement inscrites sur des plateformes digitales pour stimuler le secteur et au moins 390 d'entre elles ont été recensées sur le continent. Que vous inspirent ces chiffres, cet engouement sur le digital pour la valorisation et la vente des produits locaux transformés africains? Oui, le digital est une bouée de sauvetage pour l'Afrique qui a des problèmes d'infrastructure pour déplacer ses personnes et déplacer ses produits.
Et j'ai été admirablement surprise par une initiative de la FAO avec l'ANCAR, justement pour la numérisation des actions agricoles. Le Sénégal y est, hein, et c'est grâce à l'appui de la FAO qui parle de près de 100 000 villages en Chine qui sont numérisés et qui sont connectés entre eux et qui ne produisent pas les mêmes choses. Le problème de l'Afrique, c'est que j'ai vu aujourd'hui les fraises, demain je vais en cultiver. Le problème de l'Afrique, c'est moins la numérisation que l'organisation du mapping des produits. Vous produisez les fraises, mais moi je n'ai qu'à aller produire les carottes, ainsi de suite, et la vente sera beaucoup plus facile. Une diversification des activités organisée. Une diversification organisée et planifiée des produits agricoles permettrait de ne pas avoir des pertes post-récolte, de ne pas avoir à jeter des produits ou à enterrer des oignons. Comme moi, je l'ai vu cette année au niveau de la zone des Niayes où je travaille, parce que moi aussi, je cultive au niveau de Diender, en dehors du centre de transformation. Je parle de choses que je connais. De la transformation à Gorom, où je vous invite à faire plus d'efforts pour voir ce qui s'est fait, ce qui est en train d'être fait pour les céréales surtout, parce que c'est les céréales qu'on mange. Mais à Diender aussi, il y a de l'agriculture dans la zone des Niayes, mais l'urbanisation est en train de manger. De grappiller du terrain sur les terres agricoles. Merci Madame Tall pour cet éclairage. Merci d'être venue sur notre plateau. Nous rappelons que vous êtes la présidente de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.